5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Vehicle roars along, keep an angle. Its velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than planned. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. Bonjour à toutes et à tous. Si j'ai bien compris, le thème de la journée, c'est l'ignition. Donc, je vais vous parler de l'ignition suprême, primitive, primordiale, ce qu'on appelle le Big Bang. C'est-à-dire un événement qu'on interprète souvent dans les discours médiatiques, disons, comme l'origine de l'univers. Et je commencerai par une première remarque qui est que l'origine de l'univers, la notion d'origine de l'univers, est une sorte de provocation intellectuelle, au sens où, à chaque fois que quelqu'un la nomme, la désigne, il prononce une phrase qui la contredit. Autrement dit, dire l'origine de l'univers, c'est la supprimer. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la chose que vous mettez en amont de toute la suite, la chose que vous mettez à l'origine de l'univers, ou bien c'est une chose qui a toujours été là. Ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Et s'il y a toujours eu quelque chose, l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres est elle-même la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée, et dans ce cas, ce n'est pas l'origine. Et donc, cette petite remarque initiale fait comprendre que la question de l'origine de l'univers questionne ou tangente la question du néant. Dire que l'univers a une origine, c'est affirmer qu'il a été précédé par du néant et non pas par quelque chose. Et donc pour avancer dans cette question et puis tenter de résoudre cette provocation, je vous propose en une petite demi-heure de séparer les questions. D'abord de discuter de ce qu'on appelle l'origine, ensuite de discuter de ce qu'on appelle l'univers, et ensuite de regarder ce qui se passe quand on croise ce qu'on aura dit de l'origine de ce qu'on aura dit de l'univers. Alors déjà l'origine. L'origine d'une chose fait-elle partie de la chose? C'est une question que posait Emmanuel Kant. L'origine d'une chose fait-elle partie ou non de la chose? Pour prendre l'exemple que je viens d'évoquer, celui de l'origine de l'univers, est-ce que l'origine de l'univers fait partie de l'univers ou pas? Si elle fait partie de l'univers, on peut espérer, en explorant l'univers, la découvrir. Si elle ne fait pas partie de l'univers, on peut toujours chercher dans l'univers, on est sûr de ne pas la trouver. Alors en termes plus philosophiques, ça donne, est-ce que l'origine de l'univers est immanente ou est-ce qu'elle est transcendante? Souvent, on entend des physiciens dont je fais partie, qui parlent de l'origine de l'univers en invoquant des lois physiques. En disant, par exemple, au début, il y avait telle ou telle particule qui interagissait entre elles selon telle ou telle loi physique. Ce qui suppose que les lois physiques étaient déjà actives à l'origine de l'univers. Et donc la question, c'est quel est le statut des lois physiques? Est-ce qu'elles étaient là déjà définies avant que l'univers apparaisse? Ou est-ce qu'elles sont apparues avec l'univers? Est-ce qu'elles sont transcendantes ou est-ce qu'elles sont immanentes? Question difficile qu'on n'a pas à trancher, parce qu'on peut faire de la physique sans avoir à statuer sur les lois physiques et dire quel est leur rapport avec les objets dont elles sont les lois. On peut aussi regarder le mot origine tel que les philosophes le définissent. Et on voit en les lisant qu'ils considèrent deux sortes d'origine. Il y a l'origine qui est la cause première,
historiquement efficace, absolument créatrice, qui est donc la condition pour que la suite de l'histoire puisse se jouer. Donc pour l'origine de l'univers, ce serait l'instant zéro, par exemple. L'instant zéro initial qui déclenche la suite du processus. Mais une autre façon de la concevoir, c'est non pas comme une cause première absolument efficace ou absolument créatrice, mais comme le fondement logiquement premier qui permet à l'univers de se déployer. Et donc c'est le fondement, les conditions qui régnaient quand l'univers était tout jeune. Et on voit que poser la question de l'origine selon la première définition, chercher l'instant zéro, ou bien selon la seconde définition, c'est-à-dire chercher les conditions qui étaient celles de l'univers primordial, sont deux registres d'interrogation qui sont complètement différents. Et d'ailleurs, pour noter la différence, vous prenez un exemple qui a beaucoup passionné les scientifiques au XIXe siècle, qui est la question de l'origine du langage. Qu'est-ce que ça veut dire chercher l'origine du langage? Il y a deux façons de comprendre. La première, c'est de dire je cherche le proto-langage, c'est-à-dire la première langue jamais parlée, qui a engendré les 6000 langues aujourd'hui connues. Et si je cherche la première langue, je cherche un événement qui est apparu à un certain moment, à un certain endroit de la planète. Et donc je cherche un événement qui est géographiquement et historiquement situé. Mais je peux comprendre la question de l'origine du langage d'une toute autre façon, qui est de déterminer quelles sont les conditions environnementales, cérébrales, taille du cerveau, intellectuelles, culturelles, qui ont fait qu'un groupe humain ou des groupes humains se sont mis à parler. Et donc vous cherchez les conditions qui ont obligé les humains à privilégier l'interaction par le langage par rapport à d'autres formes d'interaction. Mais si vous cherchez cette seconde définition de l'origine du langage, vous allez chercher un processus continu qui a pu durer très longtemps et qui s'est peut-être produit à plusieurs endroits simultanément sur la planète. Donc vous ne cherchez pas la première langue, vous cherchez les conditions d'apparition du langage. Et comme vous imaginez bien que les premiers humains qui ont parlé n'ont pas parlé comme Victor Hugo directement, ont plutôt échangé des borborigmes, des onomatopées, vous allez chercher un processus qui est très long et qui a pu donc se développer simultanément pendant des très longues durées sur toute la surface de la Terre. Et donc vous voyez, quand vous interrogez l'origine de l'univers, est-ce que vous pensez à la première définition ou est-ce que vous pensez à la seconde définition qui ne se recouvre pas. Ensuite, et ça sera ma conclusion pour la première partie à propos de l'origine, vous le savez, les physiciens au XIXe siècle et surtout au XXe, ils ont été capables de décrire l'origine de beaucoup de choses. D'abord, on a compris que l'univers avait une histoire et que dans cette histoire se déroulent des histoires des choses. Par exemple, nous savons qu'il n'y a pas toujours eu des étoiles. Nous savons qu'il n'y a pas toujours eu des atomes. Et au XXe siècle notamment, grâce aux travaux croisés de physiciens, d'astrophysiciens, de chimistes, on a été capable de décrire de façon très précise l'histoire de la formation des atomes. Tous ceux qui constituent le tableau périodique de Mendeleïev que vous avez dû voir dans vos salles de classe. Donc on sait que les noyaux légers, hydrogène, hélium, se sont formés dans l'univers primordial, dans les 3 premières minutes de l'univers. Les objets, les atomes un peu plus lourds, jusqu'au fer, disons, se sont formés dans des étoiles comme le Soleil. Et puis les atomes plus lourds, du fer jusqu'à l'uranium, se sont formés lors des explosions d'étoiles très massives en fin de vie, qu'on appelle des supernovas. Bref, on a identifié l'ensemble de toutes les réactions nucléaires, dont les noyaux que nous connaissons sont les résultats finaux. Autrement dit, et je pourrais donner d'autres exemples, décrire l'origine d'une chose qui est apparue dans l'univers, c'est décrire l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, dont cette chose est l'achèvement. Donc pour un scientifique, origine veut dire conclusion. Décrire l'origine d'une chose, c'est décrire l'histoire dont cette chose est le terme. Et ça marche très bien pour les choses qui sont dans l'univers. Planètes, molécules, etc.
Par contre, si ce qui vous intéresse, c'est l'origine de l'univers, alors ce même processus que je viens de décrire va consister à décrire l'histoire qui a précédé l'apparition de l'univers, dont l'univers est l'achèvement. Et on voit que ça ne marche pas, puisqu'on vient de dire que l'origine de l'univers, c'est la transition entre le néant et une première chose. Et donc si je dis qu'avant l'origine de l'univers, il y a une histoire qui se déploie, ce dont je suis en train de parler, ça n'est pas de l'origine, mais d'une étape dans un processus qui a démarré avant l'univers lui-même. Donc vous voyez qu'on est quand même plutôt mal parti. Alors ensuite, l'univers. Bon, l'univers, c'est un mot de la langue commune, mais en tant que concept, c'est une idée très récente. C'est Galilée qui a inventé le concept d'univers. Avant, on parlait de monde ou bien de cosmos, et Galilée invente ce mot univers parce que, après avoir pointé sa lunette et regardé différentes planètes du système solaire, pendant 2 nuits fameuses de l'année 1609, il voit que sur la Lune, il y a ce qu'il appelle des montagnes. En fait, ce n'est pas des montagnes, c'est des impacts de météorites, mais il interprète ça comme des montagnes, et il voit que l'ombre de ces montagnes sur la Lune se déplace à mesure que le Soleil se déplace, exactement comme font les ombres des montagnes sur la Terre. Il voit qu'il y a des satellites de Jupiter, il voit qu'il y a des phases de Vénus, et donc il voit que, contrairement à ce qu'on racontait à l'époque, il n'y a pas deux mondes, un monde qui irait jusqu'à la Lune, qu'on appelle le monde sublunaire, et puis un monde qui démarrait à la Lune et irait au-delà, qu'on appelait le monde supralunaire. Il a cette phrase incroyable, il dit « La Lune est terreuse. La Lune est comme la Terre. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre les mondes, il n'y a qu'un seul monde au sein duquel les lois sont universelles. La matière est la même partout, évidemment elle est dans des états différents selon les conditions où elle se trouve, mais les lois qui régissent cette matière sont partout les mêmes. Et elles sont aussi les mêmes à tous les instants du temps. Elles sont universelles. Et donc ce qu'on appelle un univers depuis Galilée, c'est un monde au sein duquel il y a unité ontologique, une seule sorte de matière, et unité législative, les lois sont les mêmes partout. Ça, c'est une vraie révolution. Alors souvent, quand vous lisez des livres d'astrophysique qui racontent l'histoire de cet univers, la première phrase, c'est « Il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers a une histoire. » Évidemment, c'est faux. On a toujours dit, pratiquement, que l'univers avait une histoire, ou le monde avait une histoire. Toutes les cosmogonies, les récits ancestraux, ce que Gaston Bachelard, un grand philosophe des sciences, appelait des songeries. Tous les mythes de l'origine racontent une histoire du monde. Donc en fait, on a toujours raconté que l'univers avait une histoire. Et parmi les histoires qui racontent cette histoire de l'univers, il n'y en a aucune qui dit « l'univers a toujours été comme nous voyons qu'il est et il ne s'est jamais rien passé ». Donc, on a toujours dit que l'univers avait une histoire. Mais ce qui donne un peu raison à ces livres que je viens de critiquer, c'est que lorsqu'un physicien du XXe siècle dit « l'univers a une histoire », il ne dit pas la même chose qu'un physicien du XIXe siècle qui dit « l'univers a une histoire ». Quand c'est un physicien du XIXe siècle, ce qu'il veut dire par là, c'est que les choses qui sont dans l'univers ont une histoire. Mais l'univers, c'est une espèce d'enveloppe indéfinie qui contient tout ce qui existe, mais qui lui-même n'est pas un objet. C'est une sorte d'entité globale, mal définie, qui contient le réel. Alors que quand un physicien du XXe siècle dit « l'univers a une histoire », ce dont il parle, c'est non pas des choses qui sont dans l'univers, mais de l'univers en tant que chose. Autrement dit, au XXe siècle, on pense l'univers non pas comme une enveloppe indéfinie, mais comme étant un objet physique. C'est-à-dire un objet qui a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à ses propriétés locales. Peut-être que vous avez entendu parler, par exemple, de la courbure généralisée de l'espace-temps. La courbure de l'espace-temps, c'est une propriété de l'univers qu'on a pu mesurer, par exemple, avec des satellites comme Hubble ou d'autres.
mais ça n'est pas une propriété de quelque chose qui est dans l'univers. Alors qu'est-ce qui a fait qu'on a passé d'un régime de discours à un autre régime de discours? C'est tout simplement une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, qui a été publiée et formalisée par un certain Albert Einstein en 1915, après 10 années de travail pendant lesquelles il s'est fait aider notamment par des mathématiciens. Donc c'est une théorie assez compliquée d'un point de vue mathématique, mais dont les idées de base sont extrêmement simples et qui tiennent en ce qu'un jour de 1907, au mois de novembre, quand Einstein était au bureau des brevets à Berne, ingénieur de deuxième classe, il avait des horaires de fonctionnaire et après chaque déjeuner, sur son bureau, assis à son bureau sur un tabouret, il faisait des petits rêves semi-éveillés et il dit qu'un de ces jours, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Et l'idée la plus heureuse de sa vie, qui va déclencher une innovation théorique fondamentale, c'est qu'il s'est imaginé en train de tomber en chute libre. Il tombe en chute libre. Et il se dit la chose suivante, si je suis en train de tomber en chute libre, et si je lâche un objet qui tombe avec moi, par exemple ce carnet, je le lâche, vous savez que dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse. C'est Galilée qui l'a démontré. Donc je tombe, mon carnet tombe à la même vitesse que moi. Donc moi qui le vois tomber, je vois qu'il ne tombe pas. Je veux dire, par rapport à moi, il est immobile. Donc Einstein n'invente rien là. Il ne fait que traduire dans une expérience de pensée ce qu'indiquent les lois de Newton qu'on apprend au lycée. Donc le fait de subir la gravitation, qui est la cause de votre chute, déclenche un effet qui annule la gravitation. Quand vous tombez, le fait de tomber vous met en apesanteur. C'est-à-dire vous met dans une situation où localement, la gravité semble avoir disparu. Einstein se dit, mais c'est quoi cette histoire? Et il énonce un principe qui s'appelle le principe d'équivalence entre l'accélération et la gravitation, en montrant que une accélération peut supprimer la gravitation, et ou bien une accélération peut mimer la gravitation. Si vous êtes dans un ascenseur en dehors de tout champ de gravitation qui est accéléré avec une accélération constante, grâce à un petit réacteur par exemple, qui vous pousse dans une certaine direction, vous serez dans l'ascenseur, si vous ne voyez pas l'extérieur, vous ne saurez pas dire si vous êtes immobile sur le champ terrestre avec la gravitation terrestre, ou si vous êtes accéléré uniformément dans une certaine direction, sans qu'il y ait de gravitation autour de vous. Autrement dit, une accélération et une gravitation peuvent produire exactement les mêmes effets pour un observateur, au point que, selon qu'on est dans la première situation ou dans la seconde, il n'existe aucune expérience que pourrait faire le physicien qu'on a mis dans la cabine, qui pourrait lui permettre de savoir dans laquelle des deux situations il se trouve. Elles sont équivalentes, d'où le terme de principe d'équivalence. Et Einstein va formaliser cette idée mathématiquement et aboutir à la conclusion en 1915 que la gravitation, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace en attirant les uns vers les autres les objets massifs, mais c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Autrement dit, quand vous voyez que la Terre, par exemple, tourne autour du Soleil sous l'effet de la gravitation, au lieu de penser que c'est une force attractive qui donne à la Terre cette trajectoire curviligne, en l'occurrence elliptique, mais il faut imaginer qu'en fait la Terre va en ligne droite, elle ne subit pas de force, mais l'espace-temps étant courbé par le Soleil, les lignes droites en question tournent, puisque dans un espace courbé, les lignes droites tournent. Et ce qui donne à la Terre sa trajectoire elliptique n'est donc pas l'action d'une force, mais une déformation de la géométrie induite par la présence du Soleil dans le système solaire. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose d'absolument révolutionnaire qui change le statut de l'univers, la façon de le définir, de le concevoir et de lui attribuer des propriétés. Einstein, lui, il pensait que l'univers était stationnaire. Il bougeait, il pensait que l'univers... Évidemment, il y a des mouvements dans l'univers, mais il pensait que les mouvements sont tels qu'ils ont toujours été. Il n'y a pas d'historicité dans les mouvements observés dans l'univers. Et puis dans les années 20, on met au point un télescope
de marque Hooker aux États-Unis avec un diamètre plus important que ceux qu'on avait à l'époque. Et les gens commencent à regarder ce qu'ils appellent des nébuleuses, qui apparaissent comme des points. Nébuleuse, c'est l'ancien nom pour galaxie. Et ils s'aperçoivent que ces galaxies, enfin ces nébuleuses, ont l'air de s'éloigner de nous, d'autant plus rapidement que la distance qui nous sépare d'elles est élevée. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Donc ils en déduisent, je parle des astronomes, qu'il y a une fuite des galaxies dans l'espace. Et puis un physicien théoricien, chanoine de son état, qui s'appelle Labellomètre, qui est belge, on reprend les données obtenues par les astronomes et les interprète à partir des équations d'Einstein. Et l'interprétation qu'il donne à ce phénomène est complètement différente. Il dit, en fait, les galaxies sont immobiles. Alors on lui dit, mais comment t'expliques alors qu'on les voit se déplacer? Réponse de Lemaître, si j'en crois les équations d'Einstein, si je vois les galaxies se déplacer, ça n'est pas parce qu'elles se déplacent, mais parce que l'espace qui les sépare se dilate. C'est un peu comme quand vous gonflez un ballon sur lequel vous avez écrit des points avec un marqueur, vous gonflez le ballon. La distance entre les points augmente à mesure que vous gonflez le ballon, sans que les points se déplacent sur la surface. Ce qui augmente, c'est la taille de l'élastique, la surface élastique, qui sépare deux points proches l'un de l'autre. Et donc ça, c'est la découverte de ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers qui fait que donc, la distance entre deux points augmente au cours du temps de façon irréversible. Alors avec les équations d'Einstein, on peut faire des modèles d'univers, on peut choisir des topologies, et à chaque topologie correspond un type d'univers. Gaston Bachelard, que je citais tout à l'heure, disait c'est bien avec les équations d'Einstein, les équations d'Einstein font que l'univers devient un brevet d'ingénieur. Hein, il y a autant de types d'univers qu'il y a de solutions des équations d'Einstein. Donc il y a un univers de De Sitter, il y a un univers de ceci, de cela, d'Eddington, etc. Donc on peut faire des modèles d'univers. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont intégré l'expansion de l'univers et ils comprennent que si on prend les équations d'Einstein et qu'on remonte le cours du temps à l'envers, donc on va du présent vers le passé, en faisant des calculs. Il ne s'agit pas de faire des observations, on fait des calculs à partir des équations d'Einstein. Et bien, les calculs nous montrent que la taille de l'univers observable, quand on remonte le cours du temps, diminue. Elle diminue, la température augmente et la densité d'énergie augmente. Ça explique par exemple comment la nucléosynthèse que j'évoquais a pu se produire. Il fallait des températures très élevées pour que les noyaux puissent se former dans l'univers primordial. Donc quand on remonte au cours du temps, l'univers s'échauffe, se rétrécit et devient plus dense. Et quand vous extrapolez les équations aussi loin que vous pouvez vers le passé, vous tombez sur un univers ponctuel. Ponctuel, je sais que vous êtes à la poste, pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire qu'il arrive à l'heure, ça veut dire qu'il a la taille d'un point. D'accord? Un univers ponctuel, donc de taille nulle, de température infinie, qui est associé à ce qu'on appelle en mathématiques une singularité. Et évidemment, comme nous appartenons à une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, cette singularité a été associée à un instant zéro qu'on a appelé le Big Bang. Un peu par dérision d'ailleurs. Donc le Big Bang, c'est l'explosion originelle, extrapolée de la façon que j'ai indiquée, qui a créé tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Évidemment, ça induit toutes sortes de questionnements. Par exemple, qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Version laïque de Et Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait une seconde avant le Big Bang, etc. Et évidemment, c'est des questionnements tout à fait intéressants qui interrogent la notion de causalité, de cause première, par exemple. Vous savez, une cause première, c'est une cause qui est déclenchante, mais pas déclenchée. C'est une cause qui est cause d'elle-même. C'est une cause qui n'est pas l'effet d'une autre cause qu'elle-même. C'est très difficile à concevoir parce que ça revient à dire que
ça relève d'une création ex nihilo. Il n'y a rien, puis il y a quelque chose. Qu'est-ce qui déclenche quelque chose? C'est difficile de dire. À ma connaissance, d'ailleurs, la notion de cause première, quand on l'invoque, conduit toujours à des contradictions, sauf quand on l'entend invoquer par les petits messages qu'on entend dans les aéroports pour nous annoncer que le vol qu'on doit prendre est en retard. Vous avez déjà entendu ça, hein? Votre vol est retardé à cause d'une arrivée tardive de l'appareil. Donc la cause du retard, c'est le retard. C'est le seul exemple de cause première que je connaisse, hein. Mais je reconnais que c'est un exemple assez prosaïque. Alors maintenant que je reviens à mon histoire, je pense que l'histoire que je viens de raconter, vous l'avez entendue 1000 fois. D'accord? C'est la version canonique du Big Bang. L'univers se concentre en un point quand on remonte le cours du temps, et ce point est interprété comme l'origine de l'univers. Avec le questionnement que j'ai indiqué, qui a d'ailleurs mis en compétition la science et la religion, au point qu'on raconte que lors d'une rencontre entre le pape Jean-Paul II et Stephen Hawking, l'astrophysicien, qui a eu lieu en 1992 au Vatican, leur dialogue s'est conclu de la façon suivante. Jean-Paul II aurait dit à Stephen Hawking, après le Big Bang, c'est pour vous, avant, c'est pour nous. D'accord? Répartition des rôles, d'un côté la transcendance pour les théologiens, de l'autre côté l'immanence pour les scientifiques. Bon. Et ce que je vais vous montrer dans les 10 minutes qui restent, les 5 minutes qui restent, c'est que ce questionnement, même s'il est élégant et intéressant, il est prématuré. Pourquoi est-ce qu'il est prématuré? C'est que entre 1950, date à laquelle le modèle que je viens de raconter est élaboré, publié, et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce que nous avons appris doit modifier notre façon de parler du Big Bang. De façon très simple. Et d'ailleurs, les arguments que je vais vous présenter, c'est des arguments que vous pouvez parfaitement détecter vous-même. J'ai dit, quand on extrapole vers le passé, la température augmente, l'énergie augmente. J'ai dit qu'on convergeait vers un instant zéro quand on utilise les équations d'Einstein de la relativité générale. Mais j'ai dit aussi que cette théorie ne décrit que la gravitation. C'est une théorie de la gravitation. Et seulement de la gravitation. Or, dans l'univers, il y a d'autres interactions que la gravitation. Il y a les forces nucléaires, qui sont de deux types, les interactions nucléaires dites faibles, parce qu'elles sont faibles, et d'autres qui s'appellent les interactions nucléaires fortes, parce qu'elles sont fortes. Et puis, il y a les interactions électromagnétiques, dont la théorie d'Einstein ne tient pas compte. Et donc, même si vos calculs qui vont converger vers l'instant zéro sont mathématiquement exacts, ben, il y a un moment, dans le passé, où ces équations deviennent physiquement fausses, parce qu'elles ne décrivent pas les processus physiques que vivent les particules lorsque la densité ou l'énergie sont très élevées. Voilà. Et on sait dire d'ailleurs à partir de quel moment dans l'histoire les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses. Ce moment, il s'appelle le mur de Planck. Planck, c'est le nom d'un physicien qui est un des pères de la mécanique quantique. Parce que la mécanique quantique, c'est la théorie qui décrit les trois autres forces. Et donc le mur de Planck désigne le moment dans l'histoire de l'univers en amont duquel nos équations ne nous permettent plus de décrire ce qui se passe. Et ce mur de Planck, ça n'est pas l'origine, puisque c'est un moment de l'histoire. Ok ? Alors si vous voulez décrire l'avant-mur de Planck, ce qu'il y avait donc en amont de ce passage, vous devez décrire en même temps les 4 interactions fondamentales, puisqu'elles agissent en même temps sur les particules lorsque la température ou la densité sont très élevées. Alors c'est difficile parce que l'espace-temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'espace-temps de la relativité générale n'a pas du tout le même statut que l'espace-temps de la physique quantique. Et donc pour trouver un formalisme capable d'unifier ces deux descriptions, il faut faire des hypothèses assez audacieuses. Par exemple,
Imaginez que l'espace-temps n'est pas continu, n'est pas lisse. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle. Ou bien on augmente le nombre de dimensions d'espace-temps et on considère que les particules ne sont non pas des points, mais des petites cordes qui vibrent dans des espaces-temps de dimensions élargies. C'est ce qu'on appelle la théorie des supercordes, ou bien, etc. Il y a plusieurs pistes théoriques qui sont suivies. Et le point important, c'est que quand vous regardez ce que donnent ces pistes théoriques, dont personne ne sait laquelle est la bonne, qui sont d'ailleurs encore à l'ébauche, mais quand vous tentez de les appliquer à la description de l'univers primordial, l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 50 passe un très sale quart d'heure. Je vous donne un exemple. La théorie des cordes, elle est très compliquée mathématiquement, mais elle implique un résultat qui est physiquement sûr, à condition qu'elle soit vraie, qui est que la température maximale dans l'univers est finie. Alors fini, ça veut dire non infini. Ça veut dire qu'en tout instant de son histoire et en tout point de son espace, la température dans l'univers est finie. Et vous voyez qu'il suffit que je prononce cette phrase pour que l'instant zéro auquel était associée une température infinie ne soit plus un événement physique d'après la théorie des cordes. Par quoi le remplacer? Alors il y a plusieurs options que je n'ai pas le temps de détailler, mais celle qui a été promue par un professeur du Collège de France qui s'appelle Gabriele Veneziano, modèle qu'on appelle de pré-Big Bang, c'est très simple, c'est de dire finalement, avant ce qu'on appelle le Big Bang, il y avait déjà un univers en contraction. Étant en contraction, il s'échauffe, et il se rétrécit donc, spatialement, jusqu'au moment où il atteint la température maximale autorisée par la théorie. Quand il l'atteint, il ne peut pas se contracter davantage, parce que ça l'échaufferait encore plus. Donc avant d'atteindre une taille nulle, il va rebondir sur lui-même, parce qu'il aura atteint la température maximale. Et dans ce modèle, ce qu'on appelait le Big Bang n'est plus du tout une singularité qui correspond à l'explosion originelle dont j'ai parlé, c'est une transition de phase entre l'univers d'avant et notre univers. De sorte que le Big Bang n'est pas l'origine, mais simplement un moment un peu critique, disons, de l'histoire de notre univers qui a été précédé par une autre histoire, etc. Et là, on retombe sur la définition de l'origine que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'origine de l'univers, là, c'est l'achèvement d'une histoire qui a précédé. Alors vous pourriez me dire, mais la théorie des cordes, on ne sait pas si elle est vraie ou pas, ce qui est vrai. Enfin, c'est vrai qu'on ne sait pas qu'elle est vraie, si elle est vraie. Et donc la conclusion à laquelle je suis arrivé devient fausse si la théorie des cordes est fausse. Mais ce que je vous demande d'admettre, et je pourrais vous donner les arguments, vous les trouverez d'ailleurs dans les livres si vous les souhaitez, c'est que quelles que soient les autres pistes théoriques par lesquelles on tente d'unifier les interactions pour décrire l'avant-mur de Planck, la singularité, dans tous les cas, disparaît. Autrement dit, quelles que soient les idées qu'on a pour réaliser un mariage entre la théorie d'Einstein et la mécanique quantique, ça dissout la singularité. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas la preuve que l'univers a une origine, et nous n'avons pas non plus la preuve qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, la question de l'origine est une question ouverte, et je m'étonne qu'encore aujourd'hui, on la présente comme une question fermée. L'univers a une origine, c'est sûr, et il faut démontrer laquelle. Commençons déjà par démontrer que l'univers a une origine. Ce qui revient à démontrer qu'il a été précédé par du néant. Mais comment démontrer que l'univers a été précédé par du néant? Et même si on arrive à le démontrer, il faudrait ensuite expliquer comment le néant dont on a démontré l'existence a pu engendrer l'univers. Un néant qui peut cesser d'être un néant, disait Raymond DeVos, c'est déjà quelque chose. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça va? Ça va et toi? Merci. Petit problème de micro, Carole? Bon,
sortez 2 copies doubles. On va faire une petite interro sur tout ce qui s'est passé. Alors, il y avait quoi avant? Étienne, il y a des questions qui vont, je pense, pétarader sur slido.com. Donc, slido.com, hashtag lab postal. Peut-être une réponse. Première petite question pour toi. Tu as décrit, bon, le XXe siècle a été un siècle d'innovation, de découvertes scientifiques tous azimuts. On se rend compte que Einstein, dont on pouvait considérer qu'il était l'alpha et l'oméga du scientifique, a été lui-même dépassé. Aujourd'hui, on a des individus qui, par le truchement de la technologie et de ce genre de petits outils, nous disent que la Terre est plate. C'est pas extrêmement décevant quand on est un physicien comme toi de voir que non seulement on n'a pas toutes les réponses à nos questions, mais qu'en plus il y a des hurluberlus qui nous savonnent la planche? Alors, je ne dirais pas que c'est décevant, disons que c'est surprenant et surtout c'est fatigant, quoi. Ouais. C'est fatigant parce qu'il faut se déployer comme je le fais aujourd'hui, alors que je suis malade, pour expliquer des choses que tout le monde devrait connaître en fait. Mais le problème, c'est que les canaux de communication dont vous parlez font circuler dans les mêmes canaux, donc, des informations, des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des fake news, dont les statuts sont complètement différents. Une croyance, c'est pas la même chose qu'une connaissance, même si certaines connaissances sont un peu des croyances, et même si certaines croyances sont un peu des connaissances. Mais les statuts respectifs de ces choses qui sont très différentes se contaminent. De sorte que quand un scientifique parle de ses connaissances, on l'accuse d'exprimer des croyances d'une communauté, et puis on considère que certaines croyances sont des connaissances supérieures, par exemple, aux connaissances scientifiques. Et ça crée la situation qui vient d'être décrite. Et je pense que l'attitude qu'on a tous, qui est de nous moquer de gens qui pensent que la Terre est plate, n'est pas une attitude efficace. Je veux dire par là que il est de bon ton de se moquer des platistes, comme on les appelle, mais si vous demandez autour de vous aux gens qui savent que la Terre est ronde, tout le monde le sait en fait, mais vous leur demandez, mais comment est-ce qu'on l'a su? Comment est-ce qu'on l'a su? Et en fait, on l'a toujours su qu'elle était ronde. Enfin, je veux dire par là qu'il y a toujours eu des gens qui savaient qu'elle était ronde. Par simple observation. Aristote en parle, les Indiens ont laissé des manuscrits qui ont 1500 ans avant Jésus-Christ, etc., qui disent la même chose. Tout simplement parce qu'il y a des éclipses de lune, et quand on comprend que lors d'une éclipse de lune, l'ombre qu'on voit sur la lune, c'est l'ombre de la Terre, et qu'à chaque fois elle est circulaire, la seule forme géométrique dont l'ombre soit toujours circulaire, c'est la sphère. Donc les gens avaient compris que la Terre est une sphère un peu aplatie. Et j'entends régulièrement, moi, des gens m'expliquer que c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde. Mais c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Mais non. Bah, moi, j'ai appris ça, pas vous. Quoi? Bah, alors c'est encore plus grave que ce que je... Il va redoubler d'efforts pour vulgariser. Alors, une question de Vianney. Que pensez-vous du rôle de l'énergie et de la matière noire dans notre compréhension de l'univers? Mais disons que je pense rien de spécial, c'est un problème. Au sens où, quelle est votre réaction lorsque vous constatez qu'une théorie dans laquelle vous avez confiance, qui a fait ses preuves en quelque sorte, tout d'un coup est mise devant un fait expérimental ou une observation qui contredisent ce que la théorie permet de calculer? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites que la théorie est fausse? Ou est-ce que vous dites que votre interprétation du phénomène que vous avez observé et qui contredit la théorie est fausse? Est-ce que c'est votre interprétation qui est fausse? Ou est-ce que ce sont vos équations qui sont fausses? Je vous donne juste un exemple. Au début du XIXe siècle, les gens regardent la trajectoire de la planète la plus éloignée du Soleil qui s'appelle Uranus. Et ils voient que cette trajectoire, elle est exactement conforme à ce qu'on pouvait calculer à partir des équations de Newton de la gravitation, celles qu'on apprend à l'école pour le coup. Mais ils voyaient qu'il y avait un petit désaccord. La trajectoire n'était pas exactement superposée
à celle indiquée par les calculs. Mais ils avaient tellement confiance dans les équations de Newton qu'ils se sont dit, il doit exister une planète qu'on n'a pas encore vue, dont l'effet gravitationnel sur Uranus explique le petit désaccord. Ils ont fait des calculs. Ici à Paris, c'était Arago et Leverrier. Ils ont calculé la position que devait avoir cette planète inconnue, ont envoyé les résultats de leurs calculs à un astronome allemand qui s'appelait Gall du côté de Berlin. Et le jour même où il a reçu le courrier, enfin plutôt le soir même, il a pointé son télescope à l'endroit indiqué, il a vu un point lumineux, il a attendu que la nuit passe pour vérifier que c'était une planète qui bouge et non pas une étoile fixe. Et le lendemain, il a annoncé qu'il avait découvert Neptune. Donc Neptune est une planète qui a été découverte grâce au calcul. Donc le petit désaccord dont j'ai parlé a été résolu par ce qu'on appelle une solution ontologique. On n'a pas dit que les équations étaient fausses. On les a utilisées pour prédire l'existence d'un objet qu'on n'avait jamais vu et qu'on a détecté grâce à cette anomalie, puisque l'objet venait expliquer l'anomalie. Un peu plus tard, Mercure, planète la plus proche du Soleil, belle ellipse, et on voit que le périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil, tourne à chaque rotation, il se déplace. On peut calculer ce déplacement grâce aux équations de Newton, mais la mesure montre qu'il y a un excédent de 43 secondes d'arc par siècle. C'est-à-dire quand Mercure a tourné pendant un siècle, le périhélie s'est décalé de 43 secondes d'arc, c'est presque zéro. C'est l'épaisseur d'un cheveu vu depuis 1 mètre. Comme angle, c'est petit. Et c'était une anomalie, on ne comprenait pas. Des gens disaient c'est comme zéro, on s'en fiche. D'autres disaient mais non, c'est pas zéro, c'est exactement 43 secondes d'arc par siècle, c'est pas zéro. Et ils ont repris les mêmes calculs qu'avant, c'est-à-dire ils ont dit il doit y avoir une planète dont l'effet gravitationnel sur Mercure explique le désaccord. Ils l'ont même baptisé avant de la détecter, ils l'ont appelé Vulcain. Vulcain. Ils ont pointé les télescopes, rien. Donc ils ont fait toutes sortes d'hypothèses, c'est un gaz diffus, c'est de la masse cachée, etc. Jusqu'au jour où un jeune homme arrive et dit, cette anomalie-là, c'est la preuve que les équations de Newton sont fausses. Ce jeune homme, il s'appelle Einstein, et quand il a appliqué sa nouvelle théorie au calcul du périhélie de Mercure, en janvier 1916, il a trouvé 43 secondes d'arc par siècle. Donc la matière noire dont on parle, c'est exactement la même chose. On comprend la dynamique des galaxies, telle qu'on l'observe, à condition de mettre plus de matière que celle qu'on observe. Donc on dit qu'il y a de la masse cachée, de la masse sombre, noire, la matière noire, qui n'émet pas de lumière, donc elle est noire, et elle contribue gravitationnellement à la dynamique des galaxies. Le problème, c'est que la physique, c'est une science expérimentale. Donc, ou bien la matière noire existe, et il faut nous dire de quoi elle est faite. Donc, on cherche avec des collisionneurs, notamment des particules de matière noire. Ou bien, si la matière noire n'existe pas, alors il faut changer les équations d'Einstein pour expliquer la dynamique des galaxies sans tenir compte ou sans avoir à supposer l'existence de la matière noire. Autrement dit, on a un problème avec la dynamique des galaxies. Soit on le résout de façon ontologique, en disant il y a de la matière noire, comme on avait dit, il y a la planète truc, soit on résout le problème de façon législative, en changeant notre théorie de la gravitation. Donc il y a des physiciens qui travaillent dans la première voie, très nombreux, et d'autres, moins nombreux, qui travaillent dans la seconde voie. Bon, on a énormément de questions. J'imagine que le public du Lab Postal se dit on le tient, on le lâche pas, et peut-être que je vais ce soir me coucher moins bête. Donc tu nous excuses de te poser des questions qui parfois peuvent se supposer être candides, mais elles veulent toujours dire quelque chose, à mon avis, d'intéressant. Concevez-vous la possibilité d'une flèche du temps qui ne tombe pas vers zéro? Tu as un tout petit peu répondu tout à l'heure, mais vers l'infini. En ce sens, il n'y aurait plus d'origine ni de fin, mais un continuum. C'est un petit peu ce que tu nous as dit quand tu nous as dit qu'il y avait potentiellement un univers avant l'univers. Et ce qui était très flippant, c'est que tu as dit et ainsi de suite. Oui, enfin, il y a plusieurs. Moi, je ne prétends pas qu'on a une
démonstration de cela. Parce qu'on ne peut pas faire des calculs extrapolés loin dans le passé, parce qu'on fait des approximations pour pouvoir décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Et quand on va trop loin dans le passé, les approximations ne sont plus valables. On n'est plus à 14 voilà. secondes. Là. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que l'instant zéro, c'est pas à l'origine. C'est un instant Voilà. zéro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une origine en amont, mais en tout cas, c'est pas ça. Et donc, on devrait dire l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, sachant qu'on mesure cette durée à partir du mur de Planck, sans que ça préjuge de la durée qui a pu précéder ce mur de Planck, sachant même que la notion même de temps avant le mur de Planck n'est pas forcément facile à définir. Bon. Donc, c'est open, disons. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on est si attaché à l'idée que l'univers a une origine. Il y a un très bon livre d'un philosophe sinologue qui s'appelle François Julien, qui démontre que les Chinois ne se sont jamais posé la question de l'origine. Parce que leur vocabulaire, leur langage n'est pas ontologique, ils nomment pas des choses, ils ne décrivent que des processus. Et donc il y a toujours un process, il y a toujours un truc. Et on peut imaginer que l'univers, c'est ça, c'est un processus qui n'a ni début ni fin et qui passe par des phases critiques, en tout cas qui nous apparaissent comme critiques vues depuis notre univers observable, ce qui ne veut pas dire que ce soit critique dans l'absolu. En fait, on n'en sait rien, et c'est pas grave du tout. Bah, un petit peu quand même, non? Mais pourquoi? Bah, je sais pas, ça vous intéresse pas de savoir, vous, d'où on vient, si Dieu existe? Mais qu'est-ce que ça changerait? La question, c'est si on savait quelle est l'origine. Mais parce qu'on est une espèce exploratrice. Non, je pense qu'on est une espèce qui parle un langage qui produit des crampes mentales. Ah. C'est-à-dire que la question de l'origine... Béatrice Rousset revient. Non, la question de l'origine, c'est une crampe, comme disait Wittgenstein, c'est une crampe mentale. C'est notre langage qui nous amène à cette question, parce que notre langage, comme je l'ai dit, il est ontologique. Il désigne des choses. On dit, il y a des choses. Et il faut expliquer d'où elles viennent. Mais comme les choses sont définies d'une façon non historique, leur origine, c'est la transition entre le non-être et l'être. Ce qu'on ne sait pas dire, parce qu'on n'a pas les mots pour dire la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Regardez même comment on parle du changement. Il y a des présidents de la République qui ont parlé du changement dans la continuité, etc. D'autres ont dit que voyez, maintenant. Vous voyez qu'il y a une contradiction entre l'idée d'identité et l'idée de changement. Si une chose reste identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé. Si elle a changé, c'est qu'elle cesse d'être identique à elle-même. Donc les Grecs avaient vu qu'il y a une contradiction entre l'identité et le changement. Comment est-ce qu'on a résolu cette contradiction? Par un stratagème de langage. Un truc assez bizarre. Si par exemple, j'ai un vélo bleu, je le repeins en rouge, est-ce que j'ai le droit de dire que mon vélo a changé? Oui, il a changé. Il a changé, mais c'est mon vélo. C'est le même vélo. Par contre, si j'ai un vélo rouge et je le remplace par un vélo bleu, ben, je ne peux pas dire qu'il a changé. Il a été remplacé. Autrement dit, quand nous disons qu'une chose a changé, quand nous disons X a changé, par exemple, le truc, c'est que le sujet du verbe changer, X, est précisément ce qui n'a pas changé quand on dit qu'il a changé. Quand j'ai dit que X a changé, je ne suis pas en train de dire que X est devenu Y. À la fin du changement, c'est toujours X. Et ce qui a changé, ça n'est pas X, c'est une propriété secondaire de X. Par exemple, la couleur de la peinture. Mais c'est le même vélo. Et donc, quand on ne sait dire le changement d'une chose qu'en supposant que dans le changement, un substrat n'a pas été modifié. Sinon, on parle de remplacement. Okay. D'accord ? Et donc, ces histoires-là induisent des crampes mentales qui nous amènent vers des faux problèmes, comme celui de l'origine de l'univers, puisque notre esprit ne pourra jamais expliquer l'être, l'existence d'une première chose, que par l'invocation d'une autre chose, dont l'origine elle-même devrait être interrogée, de sorte que la question de l'origine, ou la question du commencement, est une question sans fin. Très bien. Alors, il y a beaucoup de questions sur le trou noir. Est-ce que vous pouvez revenir sur la fameuse photo que l'on a vue dans les journaux télé et aussi nous dire, et c'est une question de Newton Junior, notre univers peut-il être lui-même à l'intérieur d'un trou noir? Ben, on peut l'imaginer puisqu'il l'a imaginé.
Et que pensez-vous de la photo? Non, mais le truc, c'est pas de savoir ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer plein de trucs. Ouais. On peut imaginer que l'univers est né sur le dos d'une tortue. Mais Non, ça a été il y en a étudié qui ont dans imaginé. certaines cosmogonies. La question n'est pas de savoir si on peut l'imaginer, la question est de savoir si ce qu'on imagine est vrai ou pas. Et selon vous? Et deuxièmement, est-ce que ce qui est vrai est imaginable? Alors là, Ça, c'est un vous sujet allez du nous bac embrouiller, philo, ça. ouais, c'est clair. Ah non, ne me parlez pas du bac philo. Non, ok, d'accord. Bien, j'ai vu les corriger, Donc selon vous, en tout cas? Donc c'est possible. oui, tout est possible puisque ça a été dit. Et cette Alors, est-ce que hypothèse, c'est elle vrai vous plaît ou pas? Ah. Cette hypothèse, pour vous, elle serait valide? Mais non, parce que on peut pas être dans un trou noir. À ce moment-là, c'est un truc fractal. On est dans un trou noir et dans notre un univers trou noir. contient des trous noirs. Non. C'est l'hypothèse Matrix, quoi. Petite question sur. On a beaucoup parlé là du passé. Tu nous dis, bon, l'univers communément admis à 13-14 milliards d'années d'existence. Concernant maintenant l'être humain, qui est quand même ce qui est de plus intéressant, en tout cas ce qui nous intéresse aujourd'hui, notre devenir. On sait à peu près que. Enfin, on sait. On m'a appris, mais on m'a appris tellement de choses fausses. Qu'en gros, dans 4-5 milliards d'années, le Soleil va absorber, brûler la Terre, donc potentiellement nous faire disparaître en tant qu'espèce, si on n'a pas disparu avant. Est-ce qu'il y a une possibilité, Étienne, pour que l'humanité puisse s'exporter sur une autre planète, sur une exoplanète, de la même manière qu'on déménage, on change d'appartement, de ville, De vélo? de vélo. Est-ce qu'on peut rester des êtres humains ailleurs que sur le berceau qui nous a vu naître en tant qu'espèce? Alors, c'est la question à 100 balles. Hein. Oui. À propos de ce que tu dis des études, à savoir qu'on t'a appris beaucoup de choses fausses, ça me fait penser à un ami médecin qui me disait la moitié de ce qu'on m'a appris est devenu fausse et j'ai oublié l'autre moitié. Et j'espère que ces deux moitiés coïncident. Ok. Alors pour répondre sérieusement à la question, on découvre des exoplanètes, on a même découvert des exoplanètes telluriques, donc qui ne sont pas des boules de gaz, qui ont des roches, disons, à l'intérieur. Et elles sont très nombreuses, et on pense qu'il y en a presque, sans doute partout, autour de beaucoup d'étoiles, etc. La question c'est, est-ce que l'augmentation du nombre d'exoplanètes détectées augmente la probabilité qu'elles soient habitables, et la probabilité qu'il y ait de la vie, ou la probabilité qu'on puisse y aller? Bon, la plus proche, c'est 40 années-lumière. On ne va pas y aller à la vitesse de la lumière. Hein. Donc le voyage va être très long. Ça va être des millions d'années. Donc je ne crois pas que ce soit possible. En tout cas, on ne peut pas coloniser facilement une exoplanète. Alors, pardon Carole, mais dans Interstellar, on plie l'univers en deux Ouais. et on passe par un trou là. Ouais, manque de peau, il n'y a pas de trou de verre dans le système solaire. Ok. Donc on abandonne ça. On peut pas tordre. Ok. Ça prendra un temps fou. Et je crois. Alors on peut imaginer que quelques individus fassent le voyage et fassent des enfants en cours de route. Il faut une maternité à bord. C'est compliqué. Ok. En plus, ils se prennent du rayonnement cosmique en grande quantité. Ils arrivent cancéreux. Donc non, c'est pas glamour. Non, je pense que c'est. En plus, je pense. Mais là, je peux pas le démontrer. Je pense que nous sommes terriens avant d'être humains. D'accord ? C'est C'est-à-dire- fort de dire ça. Ça veut dire que notre Oui, destin c'est-à-dire- est collé à notre planète. Absolument, c'est-à-dire notre psyché, notre entendement, notre corps sont déterminés par le fait que nous avons évolué sur la Terre. Et si on était par exemple sur une planète où la gravité n'est pas la même que sur la Terre, comme sur Mars par exemple, sur la Lune, vivre sur une gravité ou dans une gravité plus faible ou plus forte que la nôtre, ça induirait des problèmes physiques terribles. Donc, je pense que nous devons faire le pari que la Terre, c'est notre archi-foyer, et on n'en a pas d'autre, nous sommes des individus géocentrés, et nous devons maintenir les conditions d'une vie possible sur la Terre, sans espérer trouver un plan B à partir de scénarios de science-fiction. Ok, c'est très clair. Et il y a Donc, ça suppose garder un air respirable, par D'accord. exemple. Ne pas investir dans SpaceX. Voilà. Dernière question, au sujet des théories de simulation, est-ce que vous adhérez-vous à cette hypothèse? Je vais répondre oui et non. Pardon? Je vais répondre oui et non, Oui sans et non. développer. Je suis dans un état quantique superposé.
Oui, plus non. D'accord? D'accord, mais là, ça va pas me suffire quand même. Non, mais alors surtout que en plus, la régie elle-même boit tes paroles et donc nous a rajouté un peu de temps. Donc on a encore 3-4 minutes, si tu veux bien, pour répondre à des questions définitives où on veut des certitudes. Ok. Ça suffit maintenant. Je plaisante. Je vais appeler un collègue. Et vous n'angoissez jamais à ne pas avoir de certitude? C'était une des questions tout à l'heure. Ouais. Et parce que, encore une fois, la question de l'origine n'est pas une question que je crois fondamentale, au sens où penser que connaître l'origine de l'univers, ça serait connaître le sens de l'existence, par exemple, ou ça expliquerait comment se tenir droit, comment vivre, je pense que c'est une naïveté. Autrement dit, l'humanité doit davantage se définir par les projets qu'elle a que par ses origines. Je vous raconte ça parce que j'ai raté un avion l'autre jour. Ah, c'est pour ça l'anecdote sur. Oui, j'ai raté un avion parce que c'était une compagnie un peu spéciale, disons. Et on m'a demandé, j'ai passé le contrôle avec un air, paraît-il, désinvolte. Et on m'a fait subir un interrogatoire assez poussé. Alors que j'avais mon passeport. Et à la fin de l'interrogatoire, les deux agents là qui étaient un peu énervés parce que je répondais correctement, mais par oui ou par non. Je n'étais pas là pour raconter ma vie. Est-ce que vous avez mis une bombe dans votre valise? Non. Est-ce que etc. Oui, non. Ils m'ont demandé, mais quelle est votre origine? Ah, ils sont bien tombés. Alors là, Terrienne. là, j'ai Ah, dit- putain. Ça va être alors, compliqué. j'ai fait un truc assez long, 40 minutes. J'ai dit, bah écoutez, ma nationalité, vous avez mon passeport, ma religion, mais ça ne vous regarde pas. Mes parents, je peux vous parler de mes parents pendant des heures, mais mes parents avaient des parents qui sont mes grands-parents, qui eux-mêmes avaient des grands-parents, donc je vais jusqu'où? Je leur propose d'éviter autour de 0 après Jésus-Christ, Hmm. naissance des monothéismes, c'est un peu compliqué, donc on passe 10 000 ans, il n'y a pas de monothéisme, on est tous frères, ensuite 1 million d'années, on est tous en Afrique, on est noirs, et oui, il y a 1 million d'années, on est tous en Afrique et on est tous noirs. Et puis les noirs de l'époque, ils sont formés d'atomes qui ont été formés dans les étoiles. Donc petit cours de nucléosynthèse. Les noyaux sont faits de quarks. D'où viennent les quarks? Big Bang. Donc au bout de 3 quarts d'heure, je leur dis, mon origine c'est le Big Bang, comme la vôtre d'ailleurs. Du coup, ils m'ont écarté, ils ont scanné mon appareil photo, mon téléphone, mon ordinateur, et j'ai raté l'avion. Mais il s'est couché moins bête. Mais très sérieusement, Oui, très je bien, ne sais pas ce que j'aurais dû répondre. Je comprends. J'aurais pu dire je suis corse, mais il n'y a pas toujours eu la Corse. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Juste une C'était dernière- passionnant. Ouais. Je crois d'ailleurs que ça vous a beaucoup plu. On a eu beaucoup de messages. On est désolé de ne pas pouvoir tous les passer. Mais en tout cas, vous avez même eu des déclarations d'amour, Étienne. Ouais, il y a un Étienne, je vous kiffe. Ouais. Kiffer, ça veut dire Alors, on peut repartir là. La déclaration d'amour qui peut prendre 3 heures avec vous, ça doit être passionnant quand même. Mesdames, Messieurs, c'était Étienne Klein. Merci. Bravo.